Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un drame insensé, une horreur absolue que la cour d'assises de Paris va devoir juger à partir d'aujourd'hui. Le meurtre abominable de Lola, 12 ans, dans le 19e arrondissement de Paris il y a 3 ans. Une affaire qui avait choqué tout le pays par sa barbarie et aussi par le profil de son auteur présumé, une Algérienne de 27 ans sous OQTF. Bonjour Jean-Baptiste Marty. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Journaliste au service police-justice d'Europe 1, vous allez suivre ce procès qui reviendra sur cette journée horrible du 14 octobre 2022. Oui, en plein après-midi, en rentrant du collège, la jeune fille, blonde aux yeux bleus, tombe sur Dabia Benkired devant l'entrée de son immeuble. Cette dernière l'entraîne dans l'appartement de sa sœur, situé dans le même bâtiment que celui des parents de Lola. C'est là qu'elle viole la collégienne, puis l'asphyxie et la poignarde. Le corps de la jeune fille sera retrouvé le soir dans une malle dans la cour de l'immeuble. Alors Jean-Baptiste, dans cette affaire, le profil de la meurtrière nous interroge et est effrayant. Oui, cette Algérienne, aujourd'hui âgée de 27 ans, est arrivée en France en 2016 grâce à un visa étudiant. Mais en réalité, elle ne va jamais en cours. Elle erre dans Paris, se drogue jusqu'à cette rencontre et ce crime sordide. Devant les enquêteurs, Dabia Benkired compare le meurtre de Lola au sacrifice du mouton durant l'Aïd. Ça ne lui fait, je cite, ni chaud ni froid. En prison, son état psychiatrique interroge. Elle se rase la tête, ingurgite du plâtre. La question qui se pose alors, était-elle consciente de ce qu'elle faisait lorsqu'elle a tué la jeune collégienne? Les experts sont formels. Dabia Benkired ne souffre d'aucune pathologie. Ils la décrivent comme manipulatrice, antipathique. Des débats sur son état de santé qui reviendront très probablement sur la table au cours du procès. La défense voulant plaider une altération du discernement au moment des faits. Merci Jean-Baptiste Marty. Dabia Benkired encourt la prison à perpétuité. Son procès pourrait se tenir à huis clos. Une affaire qui glace le sang et qui a brisé la famille de Lola. Son père s'est remis à boire jusqu'à la crise cardiaque, rejoignant sa fille dans la mort 14 mois plus tard. Son frère Thibaut vit, lui, avec le sentiment coupable d'avoir choisi la mauvaise sortie d'immeuble alors qu'il aurait pu croiser sa sœur avec sa meurtrière. Il l'a confié à nos confrères de France 2. Du coup, je prends la sortie de gauche à 15h15 et c'est là qu'on a eu l'idée d'aller voir les caméras de surveillance des entrées. On a vu ma sœur rentrer à 15h17 par l'autre porte que j'ai pas prise. Si j'aurais pris à droite au lieu d'à gauche, rien ne serait passé et on serait toujours à 4. Le témoignage de Thibaut, le frère de Lola, un drame donc et une indignation. Dabia Benkired n'aurait jamais dû se trouver en France. On l'a dit, c'était une étrangère visée par une OQTF, une obligation de quitter le territoire. Arthur Delaborde. C'est cette défaillance qui, au-delà de l'horreur du crime, nourrit aujourd'hui la colère et les interrogations, car l'affaire Lola met en lumière une fragilité profonde, celle d'un État incapable de faire appliquer ses propres décisions. À droite, de Reconquête au RN en passant par les Républicains, beaucoup y voient un révélateur politique, un fait de société, non par démagogie, mais pour questionner l'efficacité d'un système qui maintient sur le sol national des personnes pourtant sous le coup d'une expulsion. Refuser cette réalité ne la fera pas disparaître. La République ne s'en trouvera renforcée qu'en y répondant par la justice et la vérité. Que les failles de l'État et le laxisme migratoire soient dénoncés à travers un drame inscrit dans la mémoire collective choque certains qui y voient une récupération politique. C'est pourtant affirmer les exigences républicaines de la loi, de la justice et de la sécurité. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Autre affaire retentissante, le procès Jubilard. Verdict attendu aujourd'hui. La cour d'assises du Tarn suivra-t-elle les réquisitions du ministère public? Il a requis 30 ans de réclusion criminelle contre Cédric Jubilard. Hier, ses avocats ont dénoncé des failles dans l'enquête et les expertises techniques. Votre devoir, c'est de l'acquitter, ont-ils martelé au juré, Stéphane Place. On ne condamne pas les mauvais types, on condamne les coupables. Plaidoirie résolument offensive des 2 avocats de la défense qui mettent en garde les jurés sur le faisceau d'indices. C'est la justice à l'envers. La chronique d'un désastre judiciaire annoncé. Une machine à broyer, lance maître Emmanuel Franck, qui décortique minutieusement toute l'enquête, revient sur les témoignages clés et plusieurs éléments du dossier. Les cris entendus par les voisines, les lunettes cassées, le sens du stationnement de la voiture notamment, pour mieux souligner qu'au bout de 5 ans, on n'a aucune réponse aux questions essentielles, malgré les moyens engagés, 1,5 million d'euros. Et à aucun moment on se dit qu'on s'est peut-être trompé de scénario. Au-delà des émotions, au-delà des ressentis, ce qui compte pour juger un homme, c'est de recueillir des preuves ou des indices qui sont suffisamment convergents, suffisamment importants pour constituer une preuve. Et là, on en est encore à la recherche de la preuve d'un crime et on en est encore à la recherche de la preuve d'un coupable. La défense qui rappelle qu'il suffit de 3 voix pour obtenir un acquittement. Tout à l'heure, c'est à l'accusé, à Cédric Jubilard, que la parole sera donnée
auditionner une dernière fois, puis les 3 magistrats et les 6 jurés se retireront dans la salle des délibérations. Albi, Stéphane Place, Europe 1. Il est 8h06 sur Europe 1. Lui a passé sa première épreuve du feu hier, mais il s'en est fallu de peu. Sébastien Lecornu a échappé à 18 voix près aux 2 motions de censure soumises hier à l'Assemblée. 271 députés avaient voté pour la chute du gouvernement, parmi lesquels 7 frondeurs socialistes et 1 républicain. Le Premier ministre est ensuite retourné à Matignon, à pied, après avoir conclu la séance parlementaire par ces mots. Il fallait que les débats puissent commencer. Et de fait, Jacques Serret, ils vont démarrer. Oui, Sébastien Lecornu a sauté la première et la course contre la montre ne fait que débuter. L'Assemblée a maintenant 50 jours, soit jusqu'à début décembre, pour examiner le projet de budget de la sécurité sociale qui comprendra notamment l'amendement de suspension de la réforme des retraites. Les parlementaires auront un peu plus de temps, 70 jours jusqu'aux vacances de Noël pour examiner le projet de budget de l'État. Des délais très serrés, difficiles à tenir alors que les députés vont vouloir déposer un grand nombre d'amendements pour défendre leur position. Et cette fois, pas de 49-3 pour mettre fin au débat. Sébastien Lecornu s'y est engagé. Conséquence, Matignon pourrait être tenté de faire passer les projets de budget initiaux par ordonnance. Autre voie de passage pour le gouvernement, le recours à une loi spéciale pour continuer à percevoir les impôts existants, exactement comme l'an dernier, après la censure du gouvernement de Michel Barnier. Jacques Serret notait qu'une loi spéciale en l'absence de budget coûterait 11 milliards d'euros à l'économie selon le ministère des Comptes publics. Et la suspension de la réforme des retraites devrait coûter cher, elle aussi, 3 milliards d'euros en 2027, nous dit Bercy. L'instabilité aurait été beaucoup plus coûteuse, aurait affirmé hier soir Emmanuel Macron aux députés de son camp réunis à l'Élysée, selon Le Parisien aujourd'hui en France. Le chef de l'État qui aurait ajouté, je cite, « Ce budget ne doit pas intégralement correspondre aux demandes du PS ». Emmanuel Macron qui par ailleurs a dénoncé le bordel, excusez le terme, alimenté par les chefs de la majorité eux-mêmes. Ce n'est pas une source d'apaisement, dit-il. Alors même que l'ancien Premier ministre Édouard Philippe appelait de nouveau à la télévision hier soir au départ anticipé du chef de l'État après l'éventuelle adoption du budget. Ce sera, dit-il, la seule décision digne qui permettra d'éviter 18 mois d'indétermination et de crise. La crise politique est cette question de la réforme des retraites que Sébastien Lecornu aimerait bien régler. Le Premier ministre a émis l'idée que ce soit les partenaires sociaux, autrement dit les syndicats, qui gèrent le régime général. Il pilote déjà l'Agirc-Arrco, la caisse qui verse les pensions complémentaires des salariés du privé. Alors Barthélémy Philippe, d'où vient cette idée déjà esquissée par François Bayrou il y a quelques mois ? Eh bien, l'idée part du constat que la gestion des retraites par les politiques est un échec. Les caisses du régime général sont déficitaires, tandis que celles de l'Agirc-Arrco sont dans le vert. Le Premier ministre estime donc qu'il faut donner toutes les clés aux partenaires sociaux. Bonne idée, selon l'économiste Nicolas Marquez, qui salue la gestion de l'Agirc-Arrco. Les partenaires sociaux ont été capables de distribuer des retraites sans jamais faire de dette. Ils ont aussi mis en place un mécanisme de réserve. Ils sont capables de se mettre d'accord quand ils prennent une mesure parfois difficile. Ça ne suscite pas la même opposition. Pour Christelle Thieffine, qui siège à l'Agirc-Arrco, l'indépendance est la clé d'une bonne gestion. Ça fonctionne parce qu'on s'affranchit des échéances et du calendrier politique. Ça permet de penser long terme, moyen terme. Parmi les atouts de l'Agirc-Arrco, la règle d'or qui consiste à avoir en réserve l'équivalent de 6 mois de pension pour tous les affiliés, ce qui permet de verser les retraites même quand les cotisations ne rentrent plus comme au début de la crise sanitaire. Autre recette qui marche, l'Agirc-Arrco revalorise régulièrement les pensions en dessous de l'inflation pour garantir l'équilibre de ses comptes. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Et puis des nouvelles ce matin de Brigitte Bardot, 3 semaines qu'elle est hospitalisée à Toulon. Elle aurait subi une intervention chirurgicale pour une maladie grave, mais l'artiste âgée de 91 ans devrait bientôt sortir de l'hôpital. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal.